Oui, voilà, ça y est. C'est fait. Oui. On lance peut-être Oui, c'est fait. C'est fait. Non, 14h03, 14h04. oui. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, bonjour. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette première réunion de l'année universitaire 22-23. Nous sommes le groupe de réflexion sur l'enseignement supérieur au sein de l'ARDA, qui est une association des didactiques pour les anglicistes. Et donc, nous avons eu envie de commencer cette année avec la thématique de l'approche par compétences, puisque nous sommes beaucoup, je crois, à être concernés par cette réflexion par rapport à la nouvelle offre de formation. Certains y ont déjà consacré du temps les années passées. Et donc, c'est une question qui va du concret à l'idéologie, je dirais presque. Donc, nous allons, dans un premier temps, avec Renata Jonina, qui est ingénieure pédagogique à l'IDIP à Strasbourg, nous allons rappeler brièvement ce qu'est l'approche par compétences et ce que sont les blocs de compétences, puisque ce sont deux termes qui reviennent souvent quand on évoque ce problème-là. Et ensuite, nous donnerons la parole à Michael Mariol, qui est vice-doyen formation dans la faculté des langues et cultures et sociétés de l'Université de Lille, et qui est aussi responsable de la licence à l'LCR anglais en première année. Et donc dans sa faculté, l'approche par compétences et les blocs de compétences ont déjà été adoptés il y a quelques années, donc il viendra faire un retour d'expérience. Donc ça, c'est la première partie de la réunion. Après, nous pourrons élargir, bien sûr, la discussion dans d'autres contextes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter nos deux intervenants et ensuite de passer aux questions diverses et variées qui, je pense, nécessairement viendront ponctuer les interventions qui nous auront été données. Donc, on commence avec Renata, si tu veux partager ton écran. Bonjour tout le monde. Alors, normalement, de mon côté, l'écran est partagé. Est-ce que Marie-Pierre, vous le voyez? Oui, on voit. Ok, parfait. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je pense que le plus intéressant, c'est le partage d'expériences concrètes. Mais comme Marie-Pierre a dit, la demande, c'était de préciser c'est quoi l'approche par compétence. Comme vous pouvez le voir, on appelle approche par compétence une approche qu'on va utiliser pour concevoir des parcours de formation, donc des formations, ainsi qu'une approche qu'on va utiliser pour concevoir des enseignements. Et le visé de ces formations, de ces enseignements, c'est le développement des compétences chez nos étudiants. Et quand on dit développement des compétences, on veut dire qu'on essaie de travailler, de développer leur capacité d'agir dans des situations complexes. Et pourquoi ces situations sont complexes? Parce qu'elles demandent de la part de nos étudiants de mobiliser plusieurs savoirs, savoir-faire et savoir-être. Voilà le visé de ces enseignements qu'on essaie de concevoir. Dans cette définition, on voit deux niveaux auxquels on peut appliquer cette approche. On peut avoir cette approche pour concevoir tous nos parcours de formation. Du coup, ici, on se situe au niveau d'un parcours. Ça implique qu'on va travailler avec toute notre équipe pédagogique pour réfléchir par rapport à ces fameuses compétences qu'on vise à la fin du diplôme. On peut structurer cette réflexion grâce à une méthodologie qu'on choisit. Par exemple, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur des méthodologies pour concevoir des parcours de formation. Notamment, on applique beaucoup la méthodologie de Tardif à l'Université de Strasbourg, mais peut-être vous avez d'autres méthodologies. Et l'objectif dans cette réflexion collective qui nous permet d'aller vers l'approche par compétence, c'est de faire les liens entre les formations qu'on propose à nos étudiants et les situations professionnelles, le monde professionnel qu'ils vont rencontrer une fois ils sont sur le terrain, ils ont leur diplôme. Du coup, il s'agit de contextualiser des apprentissages et de rendre le parcours cohérent et de faire des liens avec des situations professionnelles, le monde professionnel que vont voir nos diplômés à la fin de ces parcours. Si on reste dans la conception des enseignements par compétences,
Ça peut devenir juste une responsabilité de chaque enseignant, même si tout notre parcours, peut-être, il manque un peu la cohérence, mais au niveau de mon cours, de mon enseignement, moi, je vise de développer cette capacité d'agir dans des situations complexes. Je vais appliquer certaines méthodologies pour concevoir mes cours, cette fameuse alignement pédagogique. Je vais bien formuler les objectifs d'apprentissage que je vise pour mes étudiants. Je vais choisir les méthodes d'évaluation, les méthodes d'enseignement adaptées, le contenu adapté, pour justement assurer qu'à la fin, mon étudiant, elle arrive vers cet objectif d'apprentissage que j'ai formulé comme une petite micro-compétence, on va dire, cette petite savoir-agir sur le contenu que je lui propose. Si notre parcours il est construit également par compétences, ça pourrait être très bien de faire le lien avec ces situations professionnelles que nous, on a définies avec une équipe. Pourquoi je lui propose d'agir dans telle ou telle situation? Quel est le lien avec le monde professionnel voilà, qu'on a défini, avec le monde professionnel, avec les macro-compétences qu'on a définies avec notre équipe pédagogique. Voilà, en gros, si on essaie de décortiquer un petit peu cette définition, c'est un peu peut-être ces éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention. Qu'est-ce que ça nous donne de point de vue pratique? Parce que là, j'ai utilisé les termes macro-compétences, les situations. Ça, c'est un exemple fictif, mais par exemple, si nous, on a travaillé avec toute une équipe pédagogique de LOA, ce n'est pas votre parcours, j'ai pris un exemple de LOA, et on dit qu'à la fin de 3 années d'études, on aimerait bien que nos étudiants soient capables de traduire des documents techniques, notices d'utilisation et sites web. C'est ça, cette fameuse compétence qu'on vise à la fin de 3 années d'études. On a quand même précisé les situations dans lesquelles va se manifester cette compétence, c'est-à-dire elle ne va pas traduire peu importe quel document technique, mais quand même les documents dans le domaine de l'entreprise, économique et juridique. C'est ce que nous, on a précisé. Et ensuite, on a listé des ressources, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être dont lui, il a besoin pour pouvoir agir dans ces situations, pour démontrer cette compétence de traduction des documents techniques. Maintenant, si on passe vers un exemple, un LLCR, la question qu'on peut se poser déjà, est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on vise? Est-ce que c'est cette activité un peu professionnelle qu'on vise, la traduction des documents? Peut-être c'est la traduction des textes de la nature socioculturelle. Voilà, c'est l'exemple fictif qu'on a essayé d'imaginer pour vous. Et dans quelle situation on veut placer nos étudiants pour qu'eux, ils travaillent cette compétence et pour qu'ils démontrent ensuite cette compétence. Voilà, c'est un peu l'exemple concret peut-être de l'application de cette méthodologie de la conception de parcours de formation par compétences pour 2 licences en langues différentes. Quels enjeux, du coup, quelles questions vous posez en lien avec l'approche par compétences et votre licence? Je pense que vous maîtrisez mieux vos enjeux. J'ai listé quelques enjeux, mais j'en suis sûre que vous allez proposer même beaucoup plus d'enjeux. C'est justement de se poser cette question, quelles sont les activités complexes qu'on vise pour nos diplômés? Quels sont les débouchés? C'est quoi les métiers qui se cachent derrière nos diplômes? Et surtout, c'est quoi les activités professionnels qu'ils vont assurer? Est-ce qu'ils vont traduire? Est-ce qu'ils vont organiser des événements? Est-ce qu'ils vont enseigner, faire les cours? Est-ce qu'ils vont organiser, juste à présenter une entreprise quelque part? Voilà, c'est à vous de se poser cette question. Ça reste un enjeu assez compliqué parce que vu qu'on reste au niveau de l'essence générale, très souvent on dit on prépare à tout. Et peut-être c'est bien de... C'est pas si évident, mais c'est bien de se mettre d'accord au moins au sein de votre équipe pédagogique. Quelle sera la petite particularité peut-être de votre diplôme? Vers quoi est-ce que vous amenez vos étudiants? Et dans quel contexte, situation spécifique, quand même préciser ces situations. Si on revient vers la définition de la compétence, elle se manifeste dans situation. Du coup, c'est important quand même de préciser les contextes dans lesquels elle se manifeste. Vu le nombre d'effectifs pour des licences générales, la question d'évaluation va se poser, parce que si on dit que pour évaluer une compétence, on doit proposer à nos étudiants de faire des tâches intégrées, situées, complexes, si on a 100 étudiants devant nous, si la compétence est animer une réunion, comment est-ce qu'on peut proposer à tous ces centaines d'étudiants d'animer un petit bout de réunion pour assurer qu'ils sont capables d'animer des réunions? Peut-être que c'est ça qui va être une question. Et je pense qu'un des derniers enjeux que moi j'ai listé, il ne ressort pas que pour des licences générales, il ressort très souvent pour tous les diplômes. Bah oui, moi j'ai peut-être envie d'y aller, mais comment mobiliser toute une équipe pédagogique?
Voilà, ça c'est peut-être la réalité de terrain qui est beaucoup plus compliquée que les cadres théoriques qu'on présente. Et peut-être ça vaut de la coup de se poser cette question et voir comment on mobilise tous les collègues pour réfléchir ensemble à ces questions. Bon, en gros, quand on parle de l'approche par compétences de point de vue pédagogique, c'est un peu ces réflexions qu'on va mener. Là, Marie-Pierre, elle a évoqué une notion de bloc de compétences. Et ce que nous, on a envie de faire les équipes, c'est de se séparer ces deux logiques. Parce qu'on a parlé de comment penser notre propre parcours. Par contre, les blocs de compétences, ils viennent de l'autre logique, qu'on appelle la logique de certification, parce que ces blocs de compétences, il ne faut rien faire avec. Ils étaient déjà inventés, créés, rédigés pour vous. Il n'y a rien à rédiger, il existe. Si vous allez trouver une fiche RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, vous allez retrouver déjà à l'intérieur de cette fiche, c'est ce que le ministère appelle les blocs de compétences. C'est quoi cette bloc? Comme vous pouvez voir sur cette diapo, c'est un titre intitulé, par exemple, usage numérique, c'est un titre. Et à l'intérieur des usages numériques, il y a les compétences. Voilà, un bloc, c'est un titre avec un nombre de compétences qui étaient regroupées par certains principes. Ce qu'il faut peut-être comprendre de ces blocs, c'est que votre formation, ce n'est pas une somme des blocs. Vous pouvez avoir autres compétences qui sont listées dans ces blocs. C'est beaucoup plus. Par contre, un bloc, c'est un minimum qui est demandé. Du coup, une action qu'on va inviter les équipes de faire, c'est d'aller regarder, lire ces compétences qui sont dans des blocs et de vérifier que dans votre parcours de formation, vous travaillez ces compétences quelque part. Par exemple, si je reviens vers les usages numériques, utiliser les outils numériques de référence, etc. Est-ce que quelqu'un développe cette compétence chez les étudiants, de le retrouver? Et sinon, peut-être il faut ajouter un cours qui va travailler cette compétence. Du coup, c'est un minimum qui est requis, mais ce n'est pas une somme. Vous pouvez avoir plus d'autres compétences qui sont dans des blocs. Et c'est pour ça qu'on distingue aussi une approche pédagogique vers la construction des formations et les blocs de compétences, parce que les blocs ne vont pas structurer votre formation. Ils ont certaines structures, ils ont regroupé, mais ce n'est pas ça qui va structurer votre formation. On vous invite d'utiliser une méthodologie pédagogique, par exemple le cadre de Tardif, le cadre de Poulet, ou tout un autre cadre que vous pouvez imaginer, pour structurer, pour imaginer vos parcours. Ce n'est pas les blocs qui vont le faire. Et vous n'allez pas former directement à ces blocs. Vous allez les identifier à partir des compétences, des objectifs d'apprentissage qui sont déjà définis dans vos maquettes. Vous allez aller lire ces compétences des fameux blocs et essayer de se demander, mais où exactement, qui travaille cette compétence? Du coup, vous faites articulation entre tout ce qui était déjà produit, finalisé par le ministère et des choses existantes. Pourquoi ces blocs étaient proposés à l'époque? Bien évidemment, pour la formation initiale, pour le public de la formation initiale, ce qui pourrait être intéressant, c'est que cette structure, elle permet, les blocs, surtout les fiches RNCP, elle permet de voir un petit peu des débouchés, elle permet de se positionner face aux attentes du métier, des situations professionnelles dans lesquelles les étudiants de formation initiale vont se retrouver une fois et vont avoir les diplômes. Ça, c'est un des publics cibles. Mais peut-être le public cible le plus intéressant, à cause de qui, on va dire, ces blocs ont été pensés, c'est plutôt le public de la formation continue ou le public des VAE, validation des acquis d'expérience. Parce que les blocs, tels qu'ils sont présentés dans des fiches RNCP, ils peuvent être financés. Il y a ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Les personnes qui travaillent, ils ont envie de se former un petit peu. Ils peuvent acheter les bouts de formation. Et ces bouts de formation, qui sont des blocs, ils peuvent être payés par certains organismes. Du coup, si on a un professionnel qui n'a pas 3 ans pour se former à un métier d'interprète, mais il a repéré votre formation parce qu'il est bien connu, parce qu'il a des compétences intéressantes qui sont développées, voilà, vous avez votre expertise, il a envie d'acheter un petit bloc, d'avoir ce bout de formation et de s'intégrer dans une formation existante pour certifier en bloc. Il ne va pas avoir le diplôme, mais il va certifier en petit bloc.
Ou on a quelqu'un qui a travaillé comme un interprète, elle n'a jamais eu son diplôme, elle a envie d'avoir le diplôme. Du coup, elle va passer par le service VAE, validation des acquis d'expérience, pour prouver qu'il a développé les compétences que vous exigez de la part de vos étudiants, pour pouvoir, grâce bien évidemment aux membres de jury, comme on dit, il y aura des réunions avec des membres de jury, des représentants qui vont à la fin dire que oui, il a pu prouver qu'il a développé ses compétences et on va peut-être délivrer un diplôme à lui, parce qu'il a validé ça à travers ses acquis d'expérience. Voilà, mais peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que la formation initiale, ce n'est pas le public primaire des blocs de compétences. Les blocs, elles sont plutôt intéressants pour les personnes en formation continue et VAE. Comment ça va se traduire concrètement sur les documents de point de vue de formalisation? Vous avez votre maquette de formation en compétences, c'est-à-dire que pour chaque UE, vous allez préciser, pour chaque enseignement au sein de cette UE, vous allez préciser les objectifs d'apprentissage de chaque cours ou des compétences que vous travaillez à l'intérieur de chaque cours. Et ensuite, vous allez mettre à côté des blocs avec l'ensemble des compétences qui appartiennent à ce bloc pour essayer de voir, d'articuler à quoi correspond compétence 1 de bloc 1 dans votre maquette. Par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, c'est dans cette UE de semestre 2 qu'on travaille cette compétence. Du coup, si demain, il y a quelqu'un qui vient chez vous et qui dit, moi, j'ai besoin de certifier le bloc 1, d'avoir le parcours, dans votre maquette, vous pouvez lui dire, pour le faire, tu dois suivre le cours Z du premier semestre, le cours N de deuxième, le cours Y de sixième semestre, parce que lui, il n'est pas rattaché aux années. C'est un peu une sorte de lui construire un emploi du temps voilà, où vous piochez dans des formations existantes. Et pour certifier ce bloc, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous faites. Est-ce que c'est la moyenne de toutes les notes qui va faire que vous allez certifier ce bloc? Est-ce que vous allez lui demander de rédiger, je ne sais pas, un rapport supplémentaire pour justement certifier ses compétences? Ça va être à une équipe pédagogique de décider. Voilà, ça c'est par rapport au bloc 1. En petite illustration par rapport à bloc 3, vous faites un peu la même chose, où exactement dans notre maquette, dans quels enseignements on travaille telle ou telle compétence et comment on va l'attester, parce qu'on va fournir une sorte d'attestation. Voilà, quelle évaluation on va demander, on va faire pour certifier que notre étudiant extérieur, voilà, le public peut-être plutôt en formation continue, comment on va évaluer cette compétence. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que l'exemple concret va être beaucoup plus intéressant et je reste aussi avec vous pour répondre à toutes les questions après. Merci beaucoup Renata pour avoir précisé ces termes et donné quelques exemples de la structure. Eh bien, en effet, maintenant, je pense qu'on va confronter la pratique à la théorie. Michael, est-ce que vous arrivez à partager votre écran? Alors, est-ce que tout le monde m'entend déjà? Oui. Oui. Alors, peut-être avant de partager mon écran, quelques mots. Bien sûr. Alors, on a été mis en contact, je situe un petit peu le contexte hein, pour tout le monde. On a été mis en contact très récemment en fait avec Marie-Pierre par le biais d'une collègue, si bien que je n'ai pas eu le temps. Hein, c'est ce que j'avais dit à Marie-Pierre. Je n'ai pas voilà, je n'ai pas le temps matériel de vous proposer autre chose que en fait vous montrer la maquette qu'on a mise en place il y a 3 ans maintenant, puisqu'on est à mi-contrat hein, en gros à l'Université de Lille. Je pense qu'on faisait partie de la première vague suite à l'arrêté licence. On a dû faire partie de la première vague et on a dû mettre en place les BCC. Donc ce ne sera pas forcément hyper lisible et j'en suis désolé parce que ça va être une capture d'écran, mais je pourrais vous montrer d'autres choses si vous voulez. Je vais vous montrer d'abord une capture d'écran du référentiel en fait pour que vous voyez un petit peu comment ça s'organise chez nous. Et puis, je vous propose plutôt de discuter directement à bâton rompu. Ce sera peut-être plus simple. Je peux répondre à vos questions. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Je ne suis pas certain d'être le meilleur interlocuteur en fait pour vous. C'est bien, je pense, comme vous n'êtes pas encore dans les BCC, justement, c'est bien que vous ayez une petite idée. Mais je pense qu'un ingénieur pédagogique comme l'est Renata, par exemple, aurait sans doute plus de compétences que moi pour vous parler des BCC, mais voilà, je vais vous montrer quand même ce qu'on a essayé de faire à l'Université de Lille. Donc, je vais essayer de partager mon écran plutôt que de parler de manière abstraite.
Alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon? Marie-Pierre, vous voyez mon écran? Oui. Oui? Ok. Alors. Donc, vous voyez qu'on est sur la maquette. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez en vert, en fait, surligné en vert, les compétences. En fait, ce qu'on nous demandait, et Renata pourra probablement confirmer, ce qu'on nous demandait, en fait, c'est de faire figurer dans l'intitulé des BCC, en fait, les compétences. Je ne sais pas si on peut appeler ça des macro-compétences, Renata, mais voilà, ce qu'on cherchait à regrouper, on va dire, comme compétences dans les intitulés de BCC. Donc, on a 5 BCC chez nous par semestre. Le premier BCC, comme vous voyez, donc, ce sera à chaque fois les mêmes BCC du S1 au S6 de la licence. On parle de la licence LLCE ici, mais il faut que vous sachiez qu'on est en fait une grosse faculté des langues. On a fusionné, je crois qu'on était les derniers d'ailleurs, à fusionner LLCE et LEA. On a fait ça voilà, il y a 2 ans maintenant. Donc, tout le monde a cette maquette-là, toutes les licences LLCE, ce qui nous a occasionné, mais vous allez devoir passer par là aussi. Donc, ça demande en fait beaucoup de compromis aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que cette maquette soit la même pour tous. La constitution, en tout cas l'intitulé des BCC, l'architecture des BCC. À l'intérieur des BCC, chacun pouvait faire un petit peu, j'ai envie de dire ce qu'il voulait, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même, parce que les contraintes sont quand même très, très nombreuses. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Donc, vous voyez le BCC1, donc, qui sera identique du S1 au S6, comprendre et formuler un discours oral ou écrit dans la langue d'étude, avec 6 ECTS qui sont affectés à ce BCC. Donc, comme vous le savez, c'est 30 ECTS par semestre. La licence fait 180 ECTS, donc une année 60 ECTS et donc un semestre 30 ECTS. Les ECTS, il faut que vous sachiez aussi que les ECTS valent coefficient. Donc 6 ECTS pour le BCC1, ça veut dire un coef de 6. Donc vous voyez à l'intérieur de ça qu'on a 2 UE, UE1 et UE2, une UE linguistique pour 3 ECTS, une UE grammaire pour 3 ECTS également. Ça manque un petit peu de lisibilité, hein, je suis désolé, c'est pas très confortable à la lecture, j'essaie de décomposer avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà vous apercevoir que l'une des contraintes, en fait, c'est qu'il fallait que ce soit divisible par 3. Il fallait que ce soit à chaque fois des multiples de 3. Pour des questions un petit peu obscures, on va dire, de quantification en fait, du volume de travail d'un individu. C'est-à-dire qu'on considère, et le ministère considère que 3 ECTS, en gros, ça doit correspondre à autant d'heures d'enseignement et autant d'heures de travail personnel. Donc, on nous a demandé, en fait, et c'était une des contraintes majeures, de fonctionner par multiple de 3 ECTS. Donc, on ne peut pas aller en deçà de 3 ECTS. Le BCC2, ce que je vous propose de faire, c'est simplement vous montrer le premier semestre, en fait, parce que pour les 6 semestres, ce sera la même chose. Après, évidemment, il y a des questions de parcours, etc., mais les parcours viennent s'intégrer de toute façon dans les BCC. Hein. Donc, le BCC2, analyser des documents littéraires, historiques ou culturels en lien avec le contexte de la langue d'étude. Pour 9 ECTS. Donc, en fait, vous voyez, c'est le BCC où on va retrouver la litté, la civie et ce qu'on appelle chez nous l'argumentation. En fait, ce sont des cours en gros, d'anglais oral. Ce que je vous montre là, c'est la maquette de LLCE anglais. Mais comme je vous l'ai dit, on retrouve cette architecture globale pour toutes les langues et en LEA également. Donc 9 ECTS, comme je disais, vous voyez, en fait, 3 ECTS par UE. Le BCC3, c'est le BCC de traduction. Donc, il s'intitule « Traduire de et vers la langue d'étude » pour 3 ECTS, avec une seule UE, vous voyez à l'intérieur par contre. Donc, une seule UE, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs UE en fait, par BCC, mais
mais potentiellement, ça peut poser des problèmes et qu'on découvre là seulement maintenant. Hein. C'est à l'usage aussi qu'on qu'on repère certains problèmes. Et l'établissement nous a fait remarquer en CFVU la dernière fois que pour certaines formations, la nôtre ne semblait pas visée directement, on va dire, mais en tout cas, j'ai compris quand même que on était un petit peu observé. Ce sont les BCC bloquants, c'est-à-dire que le principe des BCC, vous l'avez compris, je pense, mais alors ça, c'est peut-être pas un critère, je dirais, qui doit être adopté par tous, parce que ça ne figure pas à ma connaissance dans l'arrêté licence, mais nous avons fait le choix, enfin l'Université de Lille en tout cas a fait le choix de la non-compensation entre les BCC. Donc il y a à l'intérieur des BCC compensation entre les UE, mais il n'y a pas de compensation entre les BCC. Alors qu'avant, en fait, on avait compensation entre guillemets à tous les étages. Les UE étaient compensables entre elles. À l'intérieur des UE, les EC étaient compensables entre eux, si bien qu'en fait, on aboutissait parfois à des résultats un peu aberrants d'étudiants qui passaient, en fait, grâce à tout ce qui était hors disciplinaire, en fait. Donc, je pense que tout le monde a connu plus ou moins ça. Donc, l'établissement a voulu mettre fin à cette situation et a saisi l'occasion avec l'apparition des BCC, si bien que les BCC, en fait, ne sont pas compensables entre eux. J'introduirai tout à l'heure quelques nuances, mais en tout cas, sur le papier, ils ne sont plus compensables entre eux, si bien qu'on peut se retrouver en présence de BCC dits bloquants, en tout cas par l'établissement. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir ce qu'on appelle entre nous un BCC de la mort, c'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir un étudiant qui a 15 ou 16 de moyenne générale. Il y a un BCC à 9,9 de moyenne, par exemple, et il se retrouve en échec parce que ce BCC n'est pas obtenu. Et ce BCC est composé d'une seule UE, donc c'est ce que l'établissement nous invite à regarder de plus près. Et nous, concrètement, vous voyez, ces deux matières qui composent l'UE, français appliqué à la traduction et anglais appliqué à la traduction, ça ne sera sans doute pas une surprise pour vous si je vous dis que l'enseignement, l'EC français appliqué à la traduction, est dit UE de la mort en fait chez nous, c'est-à-dire que les résultats sont catastrophiques parce que le niveau de français des étudiants, je pense que je ne vous apprends rien, mais est de plus en plus problématique en fait. Et les étudiants en fait n'en ont pas conscience du tout. On vient d'avoir des chiffres là qui nous ont été. Il y a une grande étude qui a été menée chez nous il y a quelques mois auprès des étudiants de première année de licence, à qui il a été posé, entre autres questions, la question de leur niveau de français. On leur a demandé: est-ce que vous pensez que votre niveau de français est assez satisfaisant pour pouvoir faire des études supérieures, et 88% des étudiants ont dit oui. Donc, c'est réellement problématique. Donc, pour nous, ce BCC3, en gros, c'est ce qu'on appelle le BCC de la mort. Avant, c'était le BCC de linguistique et phonétique, mais maintenant, c'est devenu celui-ci. Bon. Le BCC4, c'est le BCC qu'on a appelé donc construire son projet professionnel. Donc, c'est notamment le BCC de méthodologie, en fait. Donc, c'est dans ce BCC également que figure la remédiation. C'est-à-dire que dans Parcoursup, depuis 2 ans maintenant, on a décidé de proposer comme réponse aux lycéens oui-si. Donc oui, bien sûr, et oui-si. Et le oui-si va de pair avec des enseignements de remédiation qui figurent en fait dans ce BCC4 pour nous. Donc vous voyez, il y a 2 UE, méthodologie littérature ou remédiation, c'est ce que je viens de vous dire, méthodologie civilisation ou remédiation. En fait, ça a changé. Maintenant, c'est et remédiation. C'est-à-dire que la première année, on a eu une petite mésaventure, c'est-à-dire qu'on a été de très bons élèves, trop bons visiblement, et on nous avait demandé en gros de faire figurer la remédiation dans nos maquettes, évidemment. Ce qu'on a fait, mais en fait, on s'est aperçu que plein d'autres ne l'avaient pas fait. Et ils avaient été financés quand même. Donc, en fait, les étudiants qui ont le plus besoin en fait, d'enseignement de méthodologie, finalement, sont les étudiants qui ont obtenu oui-si dans Parcoursup. Et la première année, en fait, ces étudiants devaient en fait, uniquement suivre la remédiation et n'avaient pas accès à la méthodologie. Donc ça a été corrigé. Donc en fait, maintenant, c'est et remédiation, c'est-à-dire que
les étudiants qui sont concernés par la remédiation suivent également les enseignements de méthodologie. Et enfin, le BCC 5, c'est le BCC, on va dire, transversal. Développer des compétences complémentaires. Donc, c'est là qu'on va trouver notamment la langue B, obligatoire. Donc, il y a 2 UE aussi, hein. Une UE de langue B et une UE qu'on appelle UEPE. Je suppose que vous avez ça aussi, les UE de projet étudiant, en fait. Les étudiants peuvent aller chercher ailleurs, notamment on trouve le sport, par exemple, dans cette UE. On trouve un tas de choses, mais l'idée, c'est que l'étudiant ait pioché, en fait, ailleurs, dans tout le catalogue des UEPE, ce qui peut les intéresser. Pardon. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Vous avez, je dirais, bon, là, une photo. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait à l'identique dans la composition des BCC, on va dire, du S1 au S6, parce qu'il y a des disciplines qui arrivent seulement en 2e année, etc., des parcours qui se mettent en place. Mais en tout cas, l'architecture globale, c'est toujours celle-là, c'est-à-dire 5 BCC. Les intitulés de BCC sont toujours les mêmes. Le BCC 1, ce sera toujours comprendre et formuler un discours oral ou écrit dans la langue d'étude. BCC 2, pareil. 3, 4, 5, pareil. Est-ce que je peux arrêter de partager mon écran et peut-être qu'on peut commencer à discuter si vous voulez. J'ai éventuellement un autre document à vous montrer qui est en lien aussi avec ce que Renata disait tout à l'heure. C'était plutôt un document de travail en fait, hein, à l'époque, puisqu'on est dans notre 3e année, hein, nous, des BCC, mais qui mettait un petit peu en regard, donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser, qui mettait un petit peu en regard en fait les BCC et les fiches RNCP dont ça, a parlé Renata tout à l'heure. Oui, ça c'est très intéressant. C'était une de mes questions. D'accord, ok. Juste avant d'arrêter le partage, est-ce qu'il serait pas possible de repasser tout doucement sur l'ensemble des voilà, qu'on puisse regarder. Des BCC? Oui, voilà, c'est ça, oui, en les remontant tout doucement pour que… Oui, pas de problème. Donc, le BCC 1, comprendre et formuler un discours oral ou écrit dans la langue d'étude pour 6 ECTS. Le BCC 2, analyser des documents littéraires, historiques ou culturels en lien avec le contexte de la langue d'étude pour 9 ECTS, donc 3 UE. Le BCC 3, BCC de la traduction, BCC traduction, donc traduire de et vers la langue d'étude pour 3 ECTS, parce qu'il y a une UE seulement. Donc, vous voyez, en fait, 3 ECTS, c'est 24 heures hein, de volume horaire. Le BCC 4, construire son projet professionnel. Donc, il se trouve que, en fait, au premier semestre, ce sont des enseignements de méthodologie, mais à partir, en fait, notamment du semestre 3, c'est là-dedans que vont entrer les parcours, en fait. Donc, on a par exemple un parcours traduction. Les étudiants qui se destinent au métier de la traduction choisiront ce parcours et ça viendra dans ce BCC 4. BCC 4 et BCC 5, en fait, qui sont peut-être plus directement branchés, plus directement connectés au projet professionnel, si vous voulez. Et le BCC 5, donc développer des compétences complémentaires pour 6 ECTS, donc avec 2 UE. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux arrêter le partage de ce document? Oui. Alors, il me semble. Alors, il y a Isabelle peut-être qui voulait intervenir? Oui, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que dans le BCC 3, vous n'auriez pas eu, je ne sais pas, la possibilité de 2 UE et que vous n'avez qu'une seule UE? Ça grésille, je ne sais pas bien qui… Ouais, il faudrait que Samia coupe son micro. Bonne question, il devait y avoir une contrainte qui m'échappe là tout de suite, mais je pense que si on a mis une seule UE, c'est qu'on était contraint à un moment donné. Peut-être ça aurait fait 33, ça aurait fait 33 ECTS, sinon. En fait, c'est le nombre de CTS, c'est-à-dire que oui, d'accord. Oui. Le nombre de CTS, voilà, je vous ai dit, on ne peut pas descendre en fait en deçà de 3. 3 pour une UE. Donc, la ventilation, en fait, nous a imposé de faire ça. Si on avait pu faire
une UE et demi. Vous voyez, on aurait fait 2 UE, français je appliqué à la comprends, traduction une UE et puis anglais appliqué à la traduction une autre UE. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous dis, en fait, c'est très contraignant. Hein. C'est très Bah contraignant. oui. On le sait en partie parce que les maquettes MIF, enfin, du master enseignement réformé, qu'on a mis en œuvre à compter de l'année dernière, sont basées sur des principes similaires. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions en lien avec ce premier document ou je peux projeter le suivant? Moi, j'avais une remarque sur ce premier document. Juste si je peux me permettre d'apporter une précision, vous aviez mentionné l'histoire des ECTS qui étaient en lien avec des heures de travail. Donc, effectivement, hein, ça, c'est le processus de Bologne qui a mis ça en place. Et donc, un crédit équivaut normalement à 20 à 25 heures de travail étudiant. Tout à fait. Donc, le travail étudiant, ce n'est pas des heures de cours, hein, ce sont du travail étudiant. Mais c'est là où je vais vous embêter. Mais est-ce que, en fait, vous avez fait les calculs? Par exemple, on voit que le BCC1, il est sur 6 ECTS avec 36 heures de cours. C'est ça? Ouais. Tandis que, par exemple, le BCC4, il est sur aussi 6 ECTS, mais avec 48 heures de cours. Donc, est-ce que vous en tenez compte? C'est-à-dire, est-ce que dans le BCC4, les EC donnent moins de travail à la maison que le BCC1? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne question. Et là, j'avoue que je dois avouer mon incompétence dans ce domaine. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas forcément le meilleur interlocuteur, en tout cas sur le plan, je dirais, technique. À l'époque, en fait, quand on a mis ça en place, et ben justement, il y avait comment dire, le service de la DIP, hein, l'innovation pédagogique, et les ingénieurs qui étaient venus nous accompagner pour ça. Donc, on a mis ça en place avec eux. Mais en fait, je dirais que, là, on va entrer dans le processus de la nouvelle accréditation, en fait, hein, prochainement. Et je pense que une de nos tâches, une de nos missions, ça va être d'entrer un petit peu plus finement, justement, là-dedans. Parce que là, je vais être très honnête et transparent avec vous. En gros, ce qu'on a fait, alors c'est peut-être pas bien, il fallait peut-être pas l'envisager comme ça, mais je constate à la relecture à nouveau de ces BCC avec vous, que ce qu'on a essayé de faire, en gros, c'est de faire rentrer l'ancienne maquette. Alors, on nous a dit, bien sûr, il ne faut pas faire ça. Oui, on sait qu'il ne faut pas faire ça. Mais il se trouve que ce qu'on avait mis en place avant, qui a déjà été réfléchi, etc., et puis qu'on a mis en face de la fiche RNCP, des compétences, etc., qu'on souhaite que les étudiants acquièrent. Bon, je veux dire, on n'a pas fait table rase non plus de tout ça. Et d'une certaine manière, on a quand même essayé de faire rentrer ce qui fonctionnait. Ça a été l'occasion aussi de se séparer des choses qui ne fonctionnaient pas et puis de mettre en place des nouvelles choses. Mais ça demande en fait d'aller plus loin. Et je pense que l'HCERS va nous dire que maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Et je rebondis sur ce que disait Renata tout à l'heure, à savoir que ce qui figure dans l'arrêté licence, en fait, c'est les BCC pour, en fait, développer des compétences professionnelles. Et on sait bien que, mais ça c'est une typicité sans doute franco-française, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre tout le monde en gros dans le même sac, et concrètement il y a des formations qui sont mieux taillées pour ça que les nôtres. Par mes responsabilités, je fréquente des collègues de médecine, etc. Bon, ils ont beaucoup de DU, de CU, etc. par exemple. Donc des certificats, des diplômes, ils ont des certifications diplômantes que nous n'avons pas forcément en fait en LLCE, LEA. Et je pense que ça va être la prochaine étape pour nous, ça va être de travailler là-dessus. C'est-à-dire que notamment au sein des licences, voir ce qu'on pourrait finalement transformer réellement en compétences professionnelles et qui pourraient se voir notamment sanctionnées de DU ou de CU. Je pense que voilà, nous, ce sera la prochaine étape. Justement, je rebondis sur ça, Mickaël. Je me Oui. demandais dans quelle mesure
cette requalification en bloc de compétences avait tout de même changé soit certains cours, soit l'évaluation, ou est-ce que ça n'a pas changé parce que j'ai bien compris qu'il y avait une contrainte au départ et sûrement ça a été fait dans un temps restreint, comme on nous demande toujours de faire des choses énormes dans un temps restreint. Mais est-ce que tout de même, enfin, il y a des avancées par rapport à ça, des cours qui ont été modifiés pour mieux s'adapter à la notion de compétence, et est-ce que dans les évaluations aussi, ça a changé quelque chose? Alors écoute, finalement, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on a mis ça en place et juste derrière, il y a eu le Covid aussi. Donc en fait, je dirais qu'il y a eu c'est une conjonction des deux. Il y a eu à la fois la mise en place de la nouvelle maquette et donc des BCC et le Covid qui ont fait qu'en termes d'évaluation, il a fallu s'adapter. Et donc, d'une certaine manière, les évaluations tiennent compte davantage de ça, mais à mon avis, ça ne va pas assez loin. Et je pense que l'HCERS va nous, entre guillemets, nous tomber dessus parce que je crains franchement qu'on nous dise, voilà, vous avez en gros pris votre ancienne maquette et vous l'avez fait entrer dans le cadre des BCC. Je pense qu'il n'aurait pas tout à fait tort, mais encore une fois, et tu l'as rappelé, Marie-Pierre, on a dû faire ça un petit peu en urgence aussi. Et donc là, on va avoir un petit peu plus de temps pour la réflexion. Et je pense que c'est vraiment maintenant qu'on va entrer dans des choses un petit peu plus fines. Mais ce que ça a changé un petit peu plus sur le plan de l'évaluation, c'est je dirais le contrôle continu. On avait déjà beaucoup de contrôle continu, mais on passe de plus en plus au contrôle continu intégral, on va dire. Il y a de plus en plus de parcours. Là, je parle de l'Université de Lille en général, de plus en plus de parcours qui passent au contrôle continu intégral. Maintenant, honnêtement, ça n'a pas changé foncièrement les enseignements, ni même l'évaluation, à mon avis. Ce que ça a changé, surtout pour les étudiants, c'est comme je le disais tout à l'heure, la non-compensation entre les BCC, qui leur a fait très peur au départ, qui continue en fait à leur faire très peur, et les associations étudiantes demandent depuis longtemps maintenant un moratoire sur les BCC. Donc on a été amené du coup à introduire un petit peu plus de souplesse, et je pense que c'est bienvenu parce que on a eu effectivement des cas aberrants d'étudiants d'étudiants potentiellement brillants qui ont chuté à un BCC, et pas lamentablement, pas des étudiants qui ont eu 2 à un BCC, mais on avait des étudiants qui échouaient au semestre ou à l'année avec 15 de moyenne générale parce que à un BCC par exemple, ils avaient eu une note légèrement en dessous de la moyenne. Donc, on a été amené de ce fait-là. Donc là, oui, quelque part, on a adapté un petit peu notre manière de faire, mais on a été amené à assouplir un petit peu le système dans le cadre des MCC, donc les modalités de contrôle de connaissances. Et est-ce que tu peux dire ce que c'est, cet assouplissement? Est-ce que, par Oui, exemple, bien sûr. le jury peut décider d'accorder un bloc qui n'était pas validé? Oui. Est-ce que c'est ça l'idée? Alors, et quand ils n'ont pas validé un bloc, en fait, il faut qu'ils le valident avant la fin de la licence, mais ils continuent quand même leur progression. Oui. Enfin, comment Bon, ça alors là, il y a 2 choses qui sont contraignantes. En fait, la première chose, c'est le règlement des études de l'université, donc qui vient d'être revu et qui, en gros, nous autorise un petit peu tout. En gros, c'est un petit peu, on va dire, de la responsabilité des composantes. On nous dit, en gros, qu'il faut faire preuve de bienveillance. On met ce qu'on veut derrière ça, bien entendu, mais donc faire preuve de bienveillance, et on nous dit que ce qu'on peut faire, en gros, c'est autoriser une certaine forme de compensation entre BCC de même nature. Donc, tous nos BCC sont de même nature, entre le semestre impair et le semestre pair, j'entends. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les BCC seront identiques du S1 au S6. Donc, en gros, pour prendre un exemple très concret, je prends le BCC 3. Si un étudiant a obtenu 8 au BCC 3 au semestre impair et 11 au BCC 3
au semestre pair. Ça fait 8 et 11, 19, divisé par 2, 9,5 de moyenne, on va dire, au BCC 3 à l'année. On pourrait dire, dans la mesure où il y a eu en plus progression entre le premier semestre et le deuxième semestre, le jury peut dire, on attribue ce BCC-là. Donc ça, c'est ce que le règlement des études de l'université permet. Nous, on est allé plus loin, en fait, en jury, donc notre règlement des études spécifiques reprend en fait le règlement des études de l'université de Lille, mais ce qu'on fait en fait en jury, on dit toujours que le jury reste souverain, et donc ce qu'on a décidé de faire en jury depuis 2 ans maintenant, également aussi à la faveur du Covid, il faut bien le dire, on a des étudiants qui sont, voilà, qui sont aussi encore, sont passés par au lycée d'abord, et puis première année, généralement, voilà, 2 années de confinement, donc un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a établi en fait, des critères très fixes qui permettent en fait, de traiter les étudiants sur un pied d'égalité, à savoir que, alors c'est très technique, je suis désolé, mais un étudiant qui n'aurait pas de note à un BCC, alors, on a, je vous l'ai dit, vous voyez l'architecture, en fait, on a 4 BCC fondamentaux et un BCC transversal. Donc, on dit qu'un étudiant qui a 3 BCC fondamentaux sur 4, c'est-à-dire 6 sur 8 à l'année, qui a obtenu une moyenne générale supérieure à 10, et qui n'a pas de note au BCC non obtenu, qui n'a pas de note inférieure à 7, cet étudiant-là est éligible à des points de jury. Donc, en gros, on lui donne le BCC qui lui manque. Vous voyez, c'est ce qu'on a décidé de faire depuis 2 ans, et toute la faculté, en fait, fait ça. Donc, on va un petit peu plus loin que ce que permet le règlement des études de l'université. Moi, si possible, j'avais une question. Est-ce que, alors j'ai bien entendu, et je l'avais déjà entendu par effectivement d'autres collègues, que vous aviez travaillé la première année assez dans l'urgence, que c'était un gros travail, que c'était très compliqué. Et je sais que nous, de notre côté, on s'est aussi beaucoup posé la question, et on voit à quel point c'est complexe. Mais est-ce que lors de cette première étape, et puis maintenant que vous avez un peu plus de recul, est-ce que l'ensemble des collègues de la licence s'est réuni et s'est posé la question de, en fait, notre licence, c'est pourquoi la finalité de la licence? Parce que finalement, quand on voit là, les blocs de compétences qui sont proposés, et surtout les EC qui sont proposés, bon, on est toujours sur les concours du CAPES et de l'agrégation. Or, le nombre de nos étudiants de L1 qui se destinent ou qui finiront par passer un concours est extrêmement, extrêmement minime. Voilà, on est bien d'accord. Et donc, voilà, est-ce que ça a été l'occasion, ou est-ce que c'est envisagé de repenser, en fait, une licence d'anglais, pourquoi ? Merci pour cette question, Pascal, qui est essentielle à mon avis. Et justement, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Donc, à mon avis, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir que dans ces BCC, en fait, l'idée de ces BCC, et si vous regardez l'arrêté licence, en fait, vous allez le voir à plusieurs reprises, on se dirige de plus en plus vers une sorte d'individualisation des parcours, en fait. Donc, l'idée potentiellement, c'est qu'un étudiant puisse aller piocher, en fait. La belle idée sur le papier, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, mais la belle idée sur le papier, c'était qu'un étudiant puisse aller chercher un BCC là, un BCC là, un BCC là, pour construire en fait son parcours, construire ses compétences qui pourraient faire valoir dans le monde professionnel. En fait, la finalité, c'est censé être celle-là. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, et je suis tout à fait d'accord, Pascal, quand on voit l'architecture de la maquette, on voit effectivement nos enseignements traditionnels, en fait, qui apparaissent dans cette maquette. Or, comme tu le disais justement, on ne forme plus que des enseignants, et on ne forme pas beaucoup non plus de traducteurs. On forme encore des enseignants et des traducteurs, oui, mais il faut qu'on forme également à d'autres métiers. Et je pense que la prochaine étape, c'est ça. Alors, on a un tas, là je ne vous ai pas montré parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais on a un tas de parcours qui ouvrent à partir de la 2e année et qui forment davantage à certains secteurs. Donc on a par exemple, alors évidemment, on a tout le secteur, on va dire, de l'enseignement, comme je le disais, mais à tout niveau. On a le parcours enseignement premier degré, par exemple. On a aussi tout ce qui est FLE, mais vous allez me dire c'est encore de l'enseignement, oui. On a le parcours traduction, donc voilà, traduction, mais on a aussi un parcours métier
non, management, pardon, management des entreprises et de l'administration, donc MEA, oui, on a ça. Et puis ensuite, en LEA, bien sûr, il y a, voilà, moi je vous parle de LLCE, mais en LEA, bien sûr, il y a d'autres finalités également, qui peuvent notamment déboucher sur des masters. Hein. Je pense à relations interculturelles, négociations internationales, métier du tourisme, on a ça par exemple en LEA, métier du patrimoine et du tourisme, management de projets touristiques, etc. etc. Donc ça, à mon avis, ça doit faire partie de la prochaine étape, oui. Quelque chose qui est, on va dire, un petit peu plus en phase, et on est justement en pleine réflexion là-dessus dans le cadre de je dirais de la future offre de formation, de la nouvelle accréditation, justement avec nos services d'orientation, pour voir finalement les nouveaux métiers qui ont besoin de mobiliser en fait des langues. Et donc on doit pouvoir construire. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut construire la prochaine maquette. C'est partir de l'insertion professionnelle, en fait, partir de l'employabilité. Alors, on n'a pas été, c'est pas dans notre culture, entre guillemets, on n'a pas été habitué à ça finalement hein, dans nos formations, surtout en sciences humaines. Mais je pense qu'effectivement, oui, on va pas y couper. Oui. Si je peux dire quelque chose, ça me fait penser, ce que vous dites, c'est quand on est, enfin moi je travaille en LANSAD, dans une université scientifique, et effectivement cette réflexion, même si j'ai un parcours classique d'angliciste, je n'ai pas pu réfléchir comme ça quand on a des UE de langue. Il faut effectivement réfléchir à à quoi sert cette UE d'anglais dans la formation de spécialité en question. Et justement, c'est en termes d'employabilité, qu'est-ce qu'on fait dans le monde professionnel, et en plus avec notre aspect d'internationalisation et de cet aspect d'interculturel, de culturel, de langue, avec la culture, cette intégration entre les deux. Voilà, donc cette réflexion, quand on est en didactique des langues de spécialité, enfin dans le supérieur, enfin tout ce qui est non spécialiste de l'anglais, on est un peu obligé de le faire si on veut, exister, si on veut que nos UE existent. Voilà. Oui. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut peut-être pas négliger. Je réfléchis en fait à voix haute, hein, c'est-à-dire que Parcoursup, ça peut être un indicateur intéressant en fait éventuellement pour nous. C'est-à-dire que dans le projet de formation motivée, des moments quand on lit ces projets de formation, ces lettres de motivation, on a comme réaction en fait LLCE, c'est pas la bonne formation. Vu ce que tu veux faire, c'est pas la bonne formation. Et pour en avoir discuté avec le doyen de la faculté il y a quelques jours, on a toujours un exemple en tête, c'est quelqu'un qui veut être hôte ou hôtesse de l'air et qui choisit LLCE anglais, et on se dit non, en fait, pour être hôte ou hôtesse de l'air, il n'y a pas besoin de faire LLCE anglais. Et le doyen me dit et pourquoi pas? En fait, oui, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on part toujours du principe qu'on n'est pas une école de langue. C'est-à-dire qu'on n'est pas une école de langue, on n'est pas Berlitz, en fait. Donc, généralement, l'argument derrière, c'est j'ai choisi LLCE parce que je veux être hôtesse de l'air et donc j'ai besoin d'être bilingue en anglais. La première action, c'est de dire, si tu veux être bilingue en anglais, en gros, il ne faut pas forcément t'inscrire. Ça peut paraître paradoxal, mais il ne faut pas forcément t'inscrire en LLCR anglais. Et il faut, je sais pas, prendre des cours intensifs d'anglais ou plutôt une immersion, ce sera encore mieux, mais pas certain que en fait, une formation comme la nôtre te permettra d'être bilingue, surtout en 6 mois ou 1 an. Mais après tout, donc je reprends l'origine de ma digression. Après tout, qu'est-ce que nous, dans nos, vous voyez, admettons pour ce métier-là, qu'est-ce que nous, dans nos formations, on peut mettre en place en termes de compétences pour permettre à ces étudiants de construire leur parcours. Je peux juste couper, ça n'a rien à voir. Peut-être que vous pouvez couper le partage d'écran, comme ça on se verra tous. Si, voilà. Merci. Du coup, justement, pour ce qui est du niveau de langue, est-ce que, à cette nouvelle maquette, vous avez adossé
des niveaux de langue aux différents EC, enfin, ou au moins une visée en fin de licence, donc niveau qui serait adossé au CECRL. Non, en fait, c'est-à-dire que quand un étudiant, mais c'est pareil partout, j'imagine, quand un étudiant demande une LLCER anglais, par exemple, en première année, le niveau attendu est B2, parce que c'est le niveau sorti de lycée, on va dire. Et puis, Pardon, mais en fait, quand on regarde les grilles du bac, le niveau B2, c'est pour une note entre 18 et 20. Ouais. Et là, enfin, moi, j'ai fait le recrutement là, en master pour le master MEF. J'ai appelé beaucoup d'étudiants à qui j'ai posé une question en anglais. Et enfin, voilà, ils ne sont pas avec nous. Hein. Ils avaient leur licence d'anglais, mais ils n'avaient pas un niveau B1. Oui, ça pose question. C'est vrai que le niveau attendu d'un lycéen, d'un bachelier, c'est B2. Donc nous, c'est ce qu'on demande à l'entrée. Je ne sais pas si d'autres sont dans le même cas, mais on demande B2 à l'entrée de la licence. L'idée étant de les faire évoluer. Alors, on fait passer des tests, par contre, hein, en début. Alors ça, c'est complètement, on va dire, indépendant des BCC. Mais on leur fait passer des tests, un test de positionnement, en fait, quand ils arrivent à la pré-rentrée. C'est le test là-haut. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce test. Voilà, qui leur donne une photographie à un moment donné de leur niveau. Bon, il se trouve que, on va dire, la majorité des étudiants qui entrent en première année, très large majorité, a plutôt un niveau, on va dire, B1. Parfois c'est A2 aussi, hein, on en a quand même beaucoup, et puis une minorité qui a déjà, on va dire, C1, C2, mais on va dire que le gros des bataillons, en fait, c'est B1, B1+, quoi. Plutôt ça. Alors, pour répondre aux questions dans le chat, je ne sais pas si j'ai déjà répondu, hein, vous me dites si j'ai déjà répondu à vos questions, la non-compensation. En fait, la non-compensation, alors comme on a 3 ans de recul maintenant, enfin c'est notre 3e année là, pardon, donc on a 2 ans de recul, en fait, il s'avère que les résultats ne sont pas moins bons qu'avant, la compensation. Ce qui pose un petit peu question, c'est là on a des BCC bloquants. Donc l'établissement nous demande de faire très attention à ça, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en gros qu'un BCC un BCC unique empêche l'obtention en fait d'une année, ce fameux BCC de la mort en gros. Donc il faut vraiment trouver un équilibre. C'est ça qui est compliqué quand on construit les BCC, en fait en faisant. Alors on savait, hein, nous forcément, hein, on savait avant que en associant, on va dire, certaines disciplines dans certains BCC, on savait que ce seraient des BCC qui seraient difficiles à avoir. Mais dans la mesure où on regroupe ces disciplines sous des compétences en fait communes, leur association semble assez logique. Donc oui, ça contraint les décisions du jury. C'est vraiment une gymnastique. Les jurys qui prenaient avant 1 heure en fin d'année, en fait, maintenant prennent 3 jours. Hein. Donc on peut même plus faire de jury, on va dire, comme on les faisait avant en présentiel, etc. C'est-à-dire qu'en gros, les responsables d'année font un travail préliminaire qui dure, on va dire, minimum 2 jours, 2 ou 3 jours, parce qu'il y a des choses que le logiciel ne sait pas faire. C'est-à-dire que nos critères sont bien beaux. Les critères que j'ai évoqués tout à l'heure avec vous, c'est bien beau, mais si on n'a pas un informaticien dans l'équipe, et nous, il se trouve qu'on n'en a pas, si on n'a pas un informaticien dans l'équipe, et ben, en gros, on fait tout un travail préparatoire qui dure 2 jours pour permettre aux collègues de prendre des décisions, d'attribuer ou non des points de jury de manière, on va dire, équitable et efficace. Donc, ça a franchement complexifié les choses, on va dire. Je me permets de poser une question parce qu'en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à faire passer mes messages dans la rubrique discussion. Je suis désolée. En fait, moi, je découvre tout cela et je reviens plus à la base et notamment à la différence que l'on voit entre l'explication théorique et la pratique, puisqu'il semble clair qu'en théorie, il n'y a pas, les blocs de compétences ne correspondent pas à des blocs d'enseignement en théorie, dans la théorie qu'on nous a expliqué. Et pourtant, dans la pratique, il y a des enseignements qui sont
qui sont répartis en blocs de compétences. Alors, ma question, en fait, c'est est-ce que ça, c'est le cadrage ministériel ou le cadrage de votre université? Parce que dans notre université, on nous parle d'approche par compétences, mais en aucun cas de blocs de compétences. À l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'était une contrainte d'établir des blocs de compétences ou c'était un cadrage propre à votre université? Alors, Renata me corrigera si je me trompe, hein, mais c'est l'arrêté licence en fait, hein, de 2018 qui impose en fait des blocs de connaissances et de compétences. Après, à l'intérieur de ça, si vous voulez, on fait un petit peu ce qu'on veut, mais avec beaucoup de guillemets, vous l'avez vu, parce que les contraintes sont nombreuses. Mais la constitution en bloc de compétences, c'est quelque chose qui figure dans l'arrêté licence depuis le 30 juillet 2018, en fait. Donc oui, alors j'ai mal compris l'exposition théorique parce que je pensais qu'on pouvait, d'après ce qu'avait dit Renata, indiquer les compétences dans chaque UE et ensuite pouvoir proposer à une personne, par exemple en formation continue, d'aller prendre tel ou tel cours, mais que ce n'était pas des UE organisés par compétences, enfin des blocs de compétences. Là, c'est ça que je ne saisis pas très bien. En fait. Si, vous m'avez tout à fait bien compris. Il faut que je relise cet arrêté de licence. Quand ils disent bloc, de quoi parle-t-il? Mais effectivement, ce qu'ils demandent, c'est articuler votre formation avec les blocs qu'on retrouve dans les fiches RNCP. Là, BCC, je ne sais pas pourquoi vous les avez nommés BCC. Quand on regarde vos BCC, ce sont des choses que vous avez inventées. Ce n'est pas des choses copier-coller de fiches RNCP. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous mettre en face donc, un document qui date du 8 octobre 2019, d'après ce que je vois. Donc, ça fait 3 ans pile. Donc, c'était vraiment un document de travail qu'on avait à l'époque qui va mettre justement en regard les BC, parce que Renata a raison, en fait, l'arrêté mentionne les BC, donc bloc de compétences. Nous, on appelle ça BCC, bloc de connaissances et de compétences, en fait, hein, donc BCC. Donc, je vous montre ça. Pendant que vous cherchez ce document, juste pour rebondir sur ce que disait ma collègue Sophie et Renata, donc ce matin, en fait, pour tout dire, à l'Université de Strasbourg, on a une matinée entière déjà sur cette question en atelier. Et donc, c'est vraiment une des questions qui, pour moi, qui n'était pas claire. Donc, je pense qu'on va falloir avoir des éclaircissements de la part de la BP Formation pour savoir ce qu'on attend vraiment de nous, parce que ce n'était pas très clair. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Et c'est ce qui a été ressenti par beaucoup des présents. C'est surtout qu'en faisant par bloc de compétences, pour moi, ça ne me semble pas très convaincant parce que séparer ce qui est expression écrite, etc., on le fait en littérature, en civilisation. Donc, les compétences, on les trouve à plusieurs endroits. C'est pour ça que je vous les ai envoyées. C'était assez clair comme ça. Vincent, il faut que tu coupes ton micro. Donc, enfin voilà, en effet, je suis contente, Marie, que tu dises que ça reste une question parce que pour moi, je n'avais pas du tout compris comme ça. J'avais compris qu'il fallait dire quelles étaient les compétences de chaque cours, en quelque sorte, ou même chaque UE, mais pas un bloc de compétences. Mais là, je me dis que ça dépend peut-être du cadrage des universités aussi. Oui, il y a ça aussi, je pense, Sophie. Mais l'idée, comme je disais tout à l'heure, hein, je pense que l'idée sur le papier, c'est l'individualisation des parcours le plus possible et permettre donc à un étudiant d'aller piocher, en fait. Donc, c'est-à-dire que nous, on va avoir des étudiants qui vont, je sais pas, vouloir devenir enseignants ou traducteurs. Ils vont suivre ces 5 BCC, etc. D'autres étudiants, notamment dans le cadre de la formation continue, Renata a parlé de la formation continue tout à l'heure, des étudiants qui potentiellement vont dire, ben moi, la compétence traduction, ça va me servir, donc je vais prendre ce BCC3-là. Et puis, je vais aller chercher aussi, par exemple, un BCC en lettres qui va comment dire, m'apporter des compétences d'édition, par exemple, etc. Tout dépend, mais l'idée, c'est de pouvoir faire son marché aussi au sein des BCC. Donc après, il y a peut-être un cadrage aussi établissement.
nous, je pense qu'on n'est vraiment pas allé, on n'est pas allé très loin jusqu'à maintenant. Hein. Et pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure sur l'évaluation, on reste sur une évaluation, on va dire, classique, c'est-à-dire quantifiée. On met des notes, en fait. Hein. Parce que l'idée aussi, au départ, on la connaît tous, hein, c'est notamment… parce que l'approche par compétence, on la connaît depuis longtemps, en fait. Au lycée et au collège, ça fait longtemps qu'en langue, on travaille par compétence. Et l'idée initiale, c'était aussi de ne plus mettre de notes. De dire, bah voilà, la compétence, cette compétence-là, tu l'as, cette compétence-là, elle est en cours d'acquisition, etc., etc. Et on voulait un petit peu transposer ce système qui a cours dans le secondaire dans le supérieur. Nous, on n'est pas allé aussi loin et je pense que les collègues ne sont pas forcément très favorables à cette idée. Comment on fait pour évaluer quelque chose si on ne le fait pas mais là, il y a sans doute des didacticiens dans le groupe qui ont réponse à ces questions. Je ne vais peut-être pas m'engager sur ce terrain, mais c'est vrai que pour dire que telle et telle compétence est acquise ou pas acquise, si on ne le fait pas par le biais d'une note, comment on le fait? Bon. De toute façon, nous, concrètement, l'établissement nous parle de moyenne, parce que c'était une grande question qu'on avait aussi au départ, hein, quand les ingénieurs de la DIP sont venus nous voir. Il n'était pas question de notes, etc. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Finalement, après, dans le règlement des études de l'université, on a vu que les étudiants qui avaient la moyenne, alors on s'est dit, bah, si on parle d'étudiants qui ont la moyenne, ça veut dire qu'on doit continuer à calculer la moyenne, et donc à mettre des notes. Donc bon, ouais, je pense que nous, on ira, enfin j'imagine en tout cas, qu'on ira un petit peu plus loin. C'était voilà, la première mouture, on va dire, des BCC, et je pense qu'on va devoir aller un petit peu plus loin. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'une des pistes, c'est plutôt, pour aller dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure par Pascal, je crois, de voir ce qu'on peut faire pour mieux former nos étudiants. En fait, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les étudiants qui deviennent enseignants, on le sait tous, il n'y en a plus beaucoup. Des étudiants qui deviennent traducteurs, il n'y en a pas forcément beaucoup non plus. Nous, on a des masters de traduction chez nous. En M1, laquelle elle est de 25. Donc, bah, concrètement, voilà, c'est pas la majorité des étudiants hein, qui arrivent en master. Donc, il faut qu'on mette en place, je pense, des enseignements et éventuellement des BCC qui permettent de former à d'autres métiers. Je fais juste défiler un petit peu ce document. Ça reprend en fait les compétences, vous voyez, ça reprend les compétences de la fiche RNCP en fait. Et on avait fait un tableau à l'époque, je vous montre, qui reprennent les compétences de la fiche RNCP. Donc vous voyez par exemple dans le BC1, donc à l'époque c'était BC, et depuis c'est devenu BCC. Donc comprendre, formuler et analyser un discours oral ou écrit dans la langue d'étude. On retrouve en fait toutes ces compétences-là de la fiche RNCP. Donc, compétences du bloc 3, des compétences du bloc 7, du bloc 8. Donc, tout ça, vous retrouvez ça, en fait, dans les fiches RNCP. Donc, on l'a fait pour tous les BCC, vous voyez. En fait, on est parti de la fiche RNCP. Mais je vous dis, c'est beaucoup de contraintes, en fait. Hein. On est parti des fiches RNCP. Et ensuite, on a vu comment on pouvait bâtir une architecture qui puisse être adaptée à tous nos parcours. Parce que là, je vous ai parlé de l'anglais parce que moi, j'interviens en licence d'anglais, mais on a une vingtaine de parcours en LLCE, plus les parcours de LEA. Donc, l'architecture est la même, c'est-à-dire 5 BCC pour tous. Alors, il y en a d'autres. Vous voyez, en fait, c'est des… Je sais qu'il y a d'autres parcours, par exemple, d'autres formations à l'université de Lille, où on a 2 BCC seulement. Un BCC disciplinaire et un BCC transversal. Et donc, de fait, la compensation joue. C'est-à-dire que forcément, comme tout le disciplinaire est dans un seul BCC, toutes les UE se compensent entre elles. Donc en fait, par rapport à l'ancien système, il n'y a pas de réel changement. Par contre, le BCC transversal devient bloquant. Et ça, l'établissement ne l'accepte pas. Et quelque part, c'est un peu normal. C'est-à-dire que des étudiants qui, en gros, restent sur le carreau parce qu'ils ont raté le BCC transversal alors qu'ils ont eu tout le disciplinaire, à la faveur de la compensation sans doute, mais qui reste bloqué parce que le BCC disciplinaire ne se compense pas avec le BCC transversal, c'est pas possible.
Donc, voilà, il y a des formations qui vont devoir revoir un petit peu leur copie à ce niveau-là aussi. Mais ça, voilà, ça, je précise que la non-compensation entre BCC, ça, c'est pas quelque chose de l'arrêté licence, c'est quelque chose du règlement des études de l'UDL. Donc, en fait, dans votre maquette, on ajoute une ligne bloc de… on ajoute un niveau bloc de connaissances et de compétences par rapport à ceux qui sont définis sur la fiche RNCP. En fait, on ajoute un niveau de bloc de… Enfin, une constitution d'autres blocs de compétences qui, je ne suis pas très claire, mais qui rassemblent Oui, en fait, certains blocs de la… oui, de toute façon, tu vois bien dans l'architecture, en Ouais, fait, ouais, je vois. on a l'architecture, en fait, c'est premier niveau BCC. C'est pour ça que je vous ai montré aussi le REF tout à l'heure. On voyait bien l'architecture. En fait, premier niveau, c'est le BCC. Le niveau d'en dessous, c'est l'UE. Et le niveau encore d'en dessous, c'est l'EC, en fait. Et chacun est libre, en fait, de construire son évaluation par EC, enfin le niveau de son évaluation, en fait, par EC, par UE, par BCC. Et ça, on n'est pas encore allé assez loin non plus, je pense, chez nous. C'est-à-dire qu'on a gardé nos anciens modes d'évaluation, en gros, c'est-à-dire que tous les EC, en fait, tous les enseignements sont évalués. Sauf que petit à petit, en fait, et là aussi, c'est un petit peu à la faveur du Covid, il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des calendriers, je suppose qu'on est tous un petit peu dans la même galère aussi, on se retrouve avec des calendriers, et puis avec le nouveau Master Sup qui va arriver, ça va encore contraindre davantage nos calendriers. On est dans des calendriers qui sont de plus en plus serrés, et en fait, nous, on s'est aperçu, en fait, depuis quelques années, que dans notre calendrier universitaire, en juin, donc, tout le mois de juin, en fait, est dédié au rattrapage, en fait. Donc, première quinzaine de juin, en gros. Première quinzaine de juin, rattrapage du semestre impair. Et deuxième quinzaine de juin, rattrapage du semestre pair. Dans les faits, on se retrouvait à évaluer des étudiants dans une même discipline, à une semaine d'intervalle dans la même discipline. Donc, on évalue les mêmes compétences à une semaine d'intervalle dans le cadre d'un rattrapage de 2 semestres différents. Ce qui est ridicule. Si cette compétence, l'étudiant ne l'a pas la semaine d'avant, la semaine d'après, il ne l'aura pas davantage, en fait. Donc, on est en train de voir, mais ça, c'est un petit peu à la faveur du Covid, comme je disais, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, en fait, qu'on multipliait et puis on était en évaluation aussi à distance, à l'époque. Donc, on s'est dit, on ne va pas multiplier non plus les sujets. Et donc, en fait, on est en train d'essayer de faire un travail avec les collègues. C'est un vrai travail à faire. Il faut essayer de convaincre les collègues pour dire, si vous évaluez les mêmes compétences, je parle bien de compétences et pas de connaissances, bien sûr. Si vous évaluez les mêmes compétences en civi et en LIT, pourquoi ne pas faire un sujet unique, puisqu'on est censé évaluer des compétences. Donc, ce qui n'empêche pas une épreuve qui évalue davantage des connaissances, mais on peut avoir une épreuve unique qui évalue des compétences, en fait. C'est aussi ce que nous ont dit les ingénieurs de la DIP. Vous pouvez très bien concevoir des épreuves qui transcendent en fait les EC, qui transcendent les disciplines, puisqu'on est censé évaluer des compétences. Et ça, ce travail, on ne l'a pas encore fait. On commence seulement à l'envisager un tout petit peu, mais davantage à la faveur de contraintes calendaires, en fait, vous voyez. Pardon, mais c'est quand même très problématique parce que si on reprend la définition de la compétence que nous a donnée Renata tout à l'heure, on est bien d'accord que les compétences, elles sont toujours contextualisées et dans des situations données. Et donc, obligatoirement, les compétences s'appuient sur des connaissances. Et donc, quelqu'un qui serait capable de rédiger un commentaire composé en civilisation américaine, est-ce que pour autant, s'il n'a aucune connaissance de la civilisation irlandaise, il serait pour autant capable de rédiger ce commentaire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Pascal. C'est l'argument, d'ailleurs, on va dire, privilégié des collègues qui refusent pour l'instant une certaine forme de mutualisation d'épreuves regroupées selon les compétences. Parce qu'évidemment, et d'ailleurs, tu vois bien dans notre architecture, bloc de compétences et de connaissances, enfin de connaissances et de compétences, pardon, BCC, bah oui, les compétences sont directement branchées sur les connaissances. Tu as raison. Parce que sinon, c'est vrai que, oui, bien sûr que dans l'absolu, les compétences peuvent être transversales, mais après, on pédale quand même pas mal dans le vide aussi, si on n'a pas les connaissances. Bah oui, tout à fait.
Il y avait une question de Malvina Doucet dans le chat. Les étudiants ont-ils un supplément au diplôme pour indiquer les BCC acquis en fin de formation? Et moi, je vais même peut-être plus loin. Si finalement, ils n'ont pas leur licence, est-ce qu'ils ont quand même un relevé des blocs de compétences qu'ils ont réussi à valider? À ma connaissance, pas encore, parce que l'idée de toute façon, c'était que pour avoir sa licence, il faut avoir tous les BCC. Donc de toute façon, dans l'état actuel des choses, pour avoir sa licence, il faut avoir tous les BCC, que ce soit, on va dire, par compensation ou par point de jury, etc. Mais il faut avoir tous les BCC. Donc il n'y a pas de supplément au diplôme pour dire, voilà, tel BCC, etc. a été obtenu. Et à l'inverse, quand la licence n'est pas, ou l'année par exemple, n'est pas acquise, il n'y a pas, si bien sûr, après il y a des relevés de notes, etc. Mais je pense que c'est plutôt dans l'optique du diplôme. Donc finalement, deuxième et troisième année, parce qu'on peut encore se faire délivrer le DUG, hein, à ma connaissance. Le DUG existe toujours, c'est-à-dire qu'un étudiant qui ne va pas au bout de la licence peut se faire délivrer sur demande. Ça, c'est encadré sur le plan légal. Un étudiant qui le demande, de la même manière qu'un étudiant peut toujours se faire délivrer le diplôme de maîtrise à la fin de la première année de master, par exemple. Mais à ma connaissance, à l'université, il n'y a pas encore de supplément au diplôme. En tout cas, chez nous, en LLCE, hein, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais en tout cas, en LLCE, il n'y a pas ce supplément. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que les étudiants qui passent par exemple un système de majeur-mineur, nous, on n'a pas trop ça chez nous, mais on a quand même ce qu'on appelle le parcours d'anglais langue d'appui. C'est-à-dire que les étudiants qui étudient des langues de plus faible diffusion, on va les appeler comme ça, je pense à l'allemand, le japonais, etc. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais on a quand même beaucoup de langues chez nous, néerlandais, portugais, donc on a des faibles effectifs dans ces langues. Et l'idée était à l'époque de créer un parcours, donc on a appelé ALA, anglais langue d'appui, qui permettrait en fait aux étudiants d'avoir une corde de plus à leur arc. L'idée, c'était qu'ils avaient leur langue d'études, donc en majeur, ce parcours-là en mineur, donc en fait, ils venaient chercher chez nous en anglais des enseignements, donc il y avait les enseignements de traduction, tout ce qui était langue en fait, les enseignements de traduction, les enseignements de grammaire, l'argumentation, ils venaient chercher ça, et ils faisaient ça jusqu'à la fin de la licence. Et il n'y avait pas de supplément en diplôme. On a toujours dit, ce serait bien qu'on ait un supplément en diplôme quand même pour reconnaître cette compétence finalement de plus qu'ont ces étudiants. Et ça ne nous a jamais été accordé pour l'instant. De même qu'on n'a pas de supplément en diplôme pour une certification, par exemple, en langue étrangère. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup ça. J'aimerais encore revenir, on a parlé finalement assez rapidement des résultats aux examens. Tu disais qu'il n'y avait finalement pas de moins mauvais ou pas de, je ne sais pas comment le formuler, Ouais. c'était pas pire qu'avant ou c'était aussi bien qu'avant. Mais en première année, par exemple, ça n'a pas posé plus de problèmes la non-compensation avec des options ou des… Alors écoute, c'est une question importante. Alors, le souci qu'on a aussi, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'effet Covid. Donc, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, bien entendu. Donc, en gros, pour ne parler que de l'anglais, première, deuxième et troisième année de licence, l'année dernière, on était quand même, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais on était quand même, on va dire, à 7 ou 8 points en dessous de ce qu'on avait précédemment en termes de résultats. L'année d'avant, non, mais Covid, évaluation à distance, etc. Donc, tout est biaisé, en fait. Hein. Je pense qu'il nous faut vraiment un petit peu plus de recul. C'est pour ça que, pour l'instant, le moratoire qui a été demandé par les associations étudiantes a une fin de non-recevoir. Par contre, on a dû mettre en place des choses, etc., pour montrer aux étudiants quand même, et je pense que les revendications concrètement étaient quand même, pouvaient être entendues. Mais en tout cas, il n'y a pas de moratoire pour l'instant, donc on verra d'ici quelques temps. Mais en tout cas, en première année, l'année dernière, moins 7-8, on va dire, par rapport à d'habitude. Donc en gros, on est toujours aux alentours de 45% de réussite en première année. Donc là, on est tombé plutôt à, on va dire, aller entre 35 et 38. Et en deuxième et troisième année, les résultats sont sensiblement
identiques à l'ancien système. Pardon, c'est des chiffres sur les présents ou sur les inscrits? Non, c'est des chiffres sur les inscrits. Sachant qu'on a quand même un absentéisme qui est galopant, mais enfin, j'imagine que c'est un peu pareil partout. On est arrivé, c'est assez dramatique, hein, mais les chiffres étaient déjà pas bons avant le Covid, mais post-Covid, on est arrivé en gros là à un étudiant sur deux en gros qui est absent. Hein. Aux examens, c'est ça à peu près. Hein. C'est-à-dire que on a en première année 500, à peu près 500 inscrits, on compte à peu près 250 absents. Hein. L'assiduité est obligatoire pendant l'année ou pas? Bah, oui, l'assiduité, alors comment dire, l'ancienne direction de l'établissement voulait rendre l'assiduité obligatoire en fait. Et puis finalement c'est pas passé, donc elle est censée être obligatoire, voilà. Mais en fait dans les faits il peut pas arriver grand chose, on va dire, à un étudiant qui ne vient pas en cours. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'on nous demande maintenant, le Crous nous demande de plus en plus des rapports d'assiduité en fait. Hein. Donc il y a des enquêtes d'assiduité. Donc parfois le Crous nous dit voilà, est-ce que tel étudiant est assidu ou pas. Donc il faut qu'on ait quand même des listings, voilà, qu'on fasse l'appel et qu'on ait des registres à peu près à jour, parce que l'étudiant ou l'étudiante potentiellement peut perdre ses bourses. Mais après en termes de résultats, si la seule chose qu'on peut faire, c'est en jury dire bon ben lui on va pas lui donner de coup de pouce, lui ou elle on va pas lui donner de coup de pouce parce qu'en fait on l'a pas vu en cours. Mais mis à part ça. On va peut-être passer juste à la dernière question parce que l'heure a tourné et c'était Ouais, tellement intéressant que la réunion arrive presque à son terme. Malvina Doucet demandait est-ce que vous souhaitez mettre en place un portfolio pour que les étudiants soient en mesure de valoriser sans supplément au diplôme leur parcours d'acquisition et leurs compétences envers le monde socio-professionnel? Bah, ça, je pense que c'est la prochaine. C'est Malvina qui posait la question. Je pense que c'est Oui. la prochaine étape, Malvina. Hein, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir, je pense, parce que c'est le principe en fait hein, des BCC. Si on fait que, en gros, si on fait qu'intégrer nos anciennes maquettes au BCC sans qu'il y ait de réelle plus-value, donc je pense que ça doit faire partie de la réflexion dans le cadre de la prochaine offre. Ouais. Ah ben ouais, on l'appelle comme on veut, portfolio ou autre, mais effectivement, sans forcément qu'il y ait de supplément au diplôme, bah, voir ce que donner en fait, donner à voir à un employeur potentiel, valoriser en fait le parcours de l'étudiant, et son parcours, je dirais, individuel finalement. Quelles compétences il a acquises, qu'il puisse effectivement les valoriser dans un CV, etc. Ouais. Et ça, il faut se référer au fichier RNCP. Hein. C'est ça qui fait, je dirais, qui fait foi finalement, qui fait le lien avec le monde socio-professionnel. Bon, merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces réponses. Et puis aux collègues, merci de leur attention. Merci à Renata pour sa présentation liminaire et qui a permis aussi d'éclairer un peu toutes ces réflexions qu'on a faites. Je ne pense pas qu'on ait le temps de passer à l'élargissement de la discussion. Claire, je ne sais pas ce que tu en penses. On l'a fait quelque part, mais je trouvais intéressant aussi la question de RWC. Raphaël Villet, oui, sur le Lansad. Oui, voilà. On pourrait faire une prochaine réunion sur l'approche par compétences en Lansad. Hein, ça serait peut-être je ne sais pas, vas-y, je t'en prie. Hein, Non, mais pour une prochaine fois, je voulais juste souligner ça. Voilà. Donc justement, notre question avec Claire, c'était est-ce que ça vous intéresse que la prochaine réunion, à nouveau du groupe de réflexion sur le supérieur, continue sur l'approche par compétences. Alors, nous prévoyons la prochaine réunion le 10 mars. Nous avons 2-3 réunions par an et nous nous sommes dit que peut-être au mois de mars, on aurait rendu nos maquettes, certains d'entre nous en tout cas, donc on aurait cheminé vers cette réflexion ou non. Et que ça pouvait être aussi le moment de faire un point sur ce qui a pu être fait, comment ça a été réfléchi. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous seriez intéressé par un retour de travail sur cette thématique pour le mois de mars prochain? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de poursuite?
Marie-Pierre, juste je me permets de vous saluer tous. Oui, merci Je beaucoup. vous remercie. beaucoup, ouais. J'ai pris un Merci, petit peu de retard Claire. sur mon planning, donc je vais devoir vous laisser. Merci à vous, Marie-Pierre. N'hésitez Ouais, pas, hein, si vous avez super. besoin, voilà, par mail, on reste Merci en contact, beaucoup. pas de problème. Merci à tous Parfait. et bon courage. Merci, au Au revoir. revoir. Personnellement, oui, moi je serais d'accord pour continuer sur l'approche par compétences. Moi, je sais que je l'ai appliqué il y a 15 ans dans le premier lycée pilote de Versailles. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse de voir comment ça va être appliqué, d'autant plus que je suis intervenue en LCE l'an dernier et qu'on nous a effectivement présenté les blocs de compétences comme étant une nouveauté, mais ce qui n'est pas nouveau du tout. En fait, ça date depuis très, très longtemps. Et effectivement, c'est intéressant de continuer de voir la continuité qui a lieu entre ce qui est fait dans le secondaire et comment c'est appliqué en LCE, LEA. Moi, je trouve. Bah, écoutez, on va essayer de mettre en place cette prochaine rencontre. Donc, ça serait le 10 mars. Nous vous enverrons un petit mail, comme d'habitude. Peut-être je rechercherai d'autres témoignages. En tout cas, si vous avez des suggestions, des questions, elles sont aussi les bienvenues. Nous vous ferons parvenir un petit compte rendu de cette réunion. Claire, il y avait autre chose peut-être avant qu'on se quitte? Je ne sais Non, plus. oui, s'il y a des collègues qui ont essayé de mettre en place ou réfléchi à au BCC en Lansade, oui, ça serait intéressant. Voilà, dans les universités non spécialisées de langue, ça m'intéresserait de voir comment c'est mis. On n'a pas pu en parler aujourd'hui, donc ça Non, mais serait intéressant qu'on continue là-dessus pour la prochaine rencontre, en effet. Oui. Ça sera le mot de la fin, oui? Eh bien, merci à tous, merci de votre présence et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Renata, pour ta présentation qui a bien posé les choses avant de commencer.